Sans filtre, présenté par Sarah Mondia. Elle est biologiste moléculaire de formation, spécialiste du paludisme, scientifique de renommée internationale, directrice de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, ambassadrice de l'UNICEF en République du Congo. Ses travaux scientifiques en faveur du paludisme et des maladies infectieuses en Afrique lui ont valu des prix et distinctions sur le plan continental et international. Aujourd'hui, dans Sans filtre, nous recevons la professeure Francine Toumi. Bonjour Francine Toumi. Bonjour Sarah. Bienvenue dans Sans filtre. Merci. Bonjour professeur Francine Toumi, une fois de plus bienvenue dans Sans filtre. Je suis heureuse d'être là et merci pour l'invitation. Voilà. Une femme scientifique toujours maquillée, bien habillée, qui prend bien soin de son physique. Mais finalement, la beauté, la mode ne sont pas incompatibles avec la science et la vie des laboratoires, qui fait partie de votre quotidien. Absolument, une femme élégante reste une femme élégante. Une scientifique est une femme comme toutes les autres femmes. Alors, votre enfance, vous êtes née le 4 octobre 1961 à Brazzaville, d'un père ingénieur électricien et d'une mère infirmière puéricultrice. Vous êtes issue d'une famille de 6 enfants, donc vous êtes l'unique fille, dont 5 garçons. Alors, qu'est-ce qui a bien marqué l'enfance de la professeure Toumi? Oh, la joie, je dirais, avec mes frères, mais aussi les responsabilités, parce que très vite, mes parents m'ont chargée de veiller sur mes petits frères et donc les mettre au pas, surveiller leurs devoirs aussi. Donc, mais beaucoup de joie, beaucoup d'amusement avec mes frères et beaucoup de travail aussi. La relation avec les parents était très sérieuse. Voilà. Lorsque j'évoque votre père qui représente votre modèle, le ingénieur électricien, le premier d'ailleurs à l'époque en République du Congo. Absolument. Alors, cela vous inspire quoi? Alors, mon père, c'est mon enfance. Je dirais pas que c'est mon modèle, parce que je pense qu'il avait une force que je n'ai pas, mais ça a été mon guide par contre, mon guide, aussi bien spirituel, parce que très vite il m'a fait comprendre que pour la réussite passait par le travail. Et lui, pour le coup, était mon modèle, puisqu'il vient d'une famille très simple et très modeste, et donc il a grimpé l'échelle sociale par le travail et j'ai assisté à ça mes parents m'ont eu très jeune, donc je les ai vus étudiants et puis voilà, s'établir dans la vie. J'ai été témoin de cela et c'était par le travail. Voilà, par le travail, ce qui vous caractérise d'ailleurs maintenant, parce que vos collaborateurs disent que vous êtes une femme très rigoureuse, très exigeante dans le travail. Alors, dans votre parcours scolaire et académique, il faut signifier que vous avez commencé une partie de votre scolarité ici au Congo. Vous quittez Brazzaville très jeune, très tôt, à l'école primaire où vous partez en France en 1975. Vous obtenez votre BPC. En 1978, vous obtenez votre bac. Et en 1989, vous obtenez le diplôme d'études approfondies en biologie. Toujours en France, en 1992, un doctorat en sciences
en sciences à l'université Pierre-Marie-Curie. Alors, expliquez-nous un peu cette période très importante de votre vie. Alors, cette période, effectivement, m'a construite parce que j'ai quitté mes parents très jeunes, trop jeunes. Et donc, je savais que c'était un sacrifice pour eux, parce que là aussi, mon père m'avait très bien dit qu'il prenait un prêt bancaire pour me permettre d'aller étudier en France. Donc, j'avais bien conscience de l'effort financier qui était fait et surtout aussi de l'effort émotionnel, parce que, bon, je quittais quand même une sphère très difficile de quitter cet environnement familial très tôt. Alors, curieusement, non. J'avais hâte. Non, en Afrique, les parents n'expriment pas beaucoup leur amour à leur enfant. Hein. Ils sont plutôt sévères, toujours à remettre sur le droit chemin. Donc, je me souviens très bien ce départ comme ouh, la liberté. Enfin, je vais faire ce que je veux. Donc, j'étais très je comptais les jours, je me souviens, je comptais les jours de ce grand départ, c'était l'aventure, la liberté. Mais très vite, j'ai désenchanté en France parce que je me suis rendue, déjà, à la rentrée, il fait froid, c'est l'automne, ensuite l'hiver. Et là, on se rend compte que, voilà, la chaleur affective vous manque. Les autres élèves avaient leurs parents. Et moi, je rentrais à la maison, on était 2 enfants à la maison, ma jeune tante, à peine 6 ans plus âgée que moi, qui était ma tutrice. C'était comme, là, j'ai commencé à sentir le manque des parents et le manque de chaleur familiale et que c'était la liberté, c'était bien, mais la famille aussi, c'est pas mal. Donc, j'ai compris ce sacrifice et donc, il fallait de bons résultats. Et j'aime à dire que pendant très longtemps, mon grand plaisir, c'était de voir la joie dans les yeux de mon père. Quand je lui donnais les résultats et qu'il était fier de moi, il disait pas que c'est très bien, mais dans le petit sourire et les yeux qui s'illuminaient. Finalement, le sacrifice n'était pas pour en vain. Non, absolument. Donc c'était, voilà, la récompense, c'était la joie de mon père quand il regardait mon bulletin. Professeur Francine Toumi, lorsqu'on parle de votre parcours professionnel, un parcours très brillant d'ailleurs, vous avez fait une très longue carrière, vous commencez à l'Institut Pasteur de Paris, la recherche sur le paludisme, l'immunologie et épidémiologie moléculaire, chargé de recherche au Centre international de recherche médicale de Franceville entre 1995 et 2000, chef de laboratoire à l'unité de recherche médicale à l'hôpital Albert Schweitzer. Voilà, au Gabon toujours. Alors, vous êtes à l'Institut de médecine tropicale de la faculté de médecine de l'université de Tübingen en Allemagne entre 2000 et 2005, responsable scientifique, coordonnatrice du secrétariat de l'initiative multilatérale contre le paludisme à Dar es Salaam en Tanzanie entre 2007 et 2010. Une femme scientifique terrible quand même. C'est un parcours, c'est des rencontres et des défis. Voilà. Oui, des rencontres et des défis. Mais lorsque vous regardez un peu en arrière, professeur Francine Toumi, la jeune fille qui quitte le Congo pour aller faire des études scientifiques en Europe et celle qui est devenue aujourd'hui, avec tout le parcours que vous avez eu, quel est le sentiment qui vous anime? Honnêtement, je me dis, waouh, quelle histoire! Je me dis, quelle histoire! Dire que je l'avais planifié ce serait mentir. Mais c'est beaucoup de... Mais pas planifié, mais selon les indiscrétions, vous étiez toujours bonne élève à l'école, avec de très bonnes notes à l'école. Oui, mais ce parcours dans différents pays, c'est au gré aussi, c'est une histoire de vie, de rencontres, de défis qui se présentent à vous. Mais je me dis, waouh, quelle histoire, parce que je vois tous les pays, j'ai appris dans tous ces pays, et surtout, avec le recul,
Vous avez raison. On se dit qu'il n'y a pas de hasard et que on a l'impression que finalement tout est construit. Mais voilà, c'est pas le fruit du hasard, c'est une construction. Voilà, une construction, ça demande les sacrifices et de l'effort. Avec absolument, oui. Absolument, parce que il y a des efforts familiaux. Je me souviens quand je suis partie travailler à La Haye, par exemple, aux Pays-Bas, mon fils était resté en Allemagne et je l'ai élevé pendant cette période pratiquement par téléphone. Et par visio. Vraiment. Il y avait une personne qui était au père à la maison, donc il veillait sur lui, mais bon, maman travaillait en semaine aux Pays-Bas et je revenais sur Stuttgart le week-end. C'était difficile quand même pour vous en tant que mère d'être très loin de son fils. Bien sûr. Mais encore une fois, non. Mais à chaque fois, c'est une histoire, ce sont des circonstances et c'est une histoire. Oui. Ce sont des sacrifices, mais partagés. Évidemment, j'ai expliqué à mon fils pourquoi la semaine, maman devait... Mais très curieusement, je dirais que lui aussi, je crois qu'il attendait le dimanche avec impatience en se disant « Maman s'en va, je vais avoir ma semaine. » Ma semaine de liberté. Je crois que... Voilà. Alors, professeur Toumi, les postes au niveau international et national, ça fait partie en tout cas de votre CV de femme scientifique reconnue sur le plan continental, national et international. En 2024, vous êtes nommée ambassadrice nationale de l'UNICEF en République du Congo. Vous êtes la première femme africaine à diriger le secrétariat de l'initiative multilatérale sur le paludisme, chef de laboratoire et professeur associé à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen. Ça, on l'a dit en Allemagne en 2010, enseignante, chercheuse à l'Université Maringouabi, précisément à la faculté des sciences et techniques en 2014. En 2014. C'est très bien la transmission, enfin, que professeur Toumi soit là en train de léguer, de transmettre ce qu'elle a reçu comme connaissance aux jeunes étudiants, surtout je parle de la faculté des sciences et techniques de l'Université Maringouabi. Oui, c'est la raison de mon retour au Congo. C'était pour travailler, former les jeunes Congolais et Congolaises et transmettre le peu que j'avais pu apprendre, bien sûr. Bien sûr. Alors, on va pas s'arrêter là. Il faudrait qu'on le dise, parce que lorsqu'on parle de Francine Toumi, c'est quand même une fierté africaine, une fierté congolaise. On est fiers de l'avoir au Congo, d'avoir une Congolaise 242 en tout cas. Les prix et distinctions sur le plan continental international, prix scientifique Kwame Nkrumah de l'Union africaine en 2012. On va s'arrêter là parce que lors de la réception de ce prix, vos parents vous ont accompagné. Absolument. Vos parents. Oui. Comment vous avez vécu ce moment? Oh, c'était fantastique, c'était très émouvant. Et encore une fois, j'ai vu la fierté dans le regard de mon père. Et donc, voilà, ça a été un moment clé et surtout très important parce que une semaine après, mon père décédait. Donc, c'est un moment particulier. C'était une période aussi pour lui. Exactement, c'était... Voilà. À titre personnel, il y a beaucoup de symbolisme là-dedans, dans la chronologie des faits, et que mon père, on s'est séparés la veille de Noël. Je repartais en Allemagne et il est décédé le jour de Noël. Donc c'est un moment. Il a pu quand même voir le fruit de ses efforts. De ses sacrifices. Oui, puisqu'il est mort une semaine après que la réception en décembre du prix Kwame Nkrumah. Et je pense que déjà pour lui,
bon, cette reconnaissance du continent, c'était très important. Permettez-moi la de poursuivre satisfaction. quand même les prix et distinctions que vous avez reçus sur le plan continental et international. En 2025, le prix de recherche George Foster. C'est un prix très important en Allemagne. En Allemagne. Oui. Et en 2016, le prix Christophe Mérieux de l'Institut de France pour les travaux de recherche sur les maladies infectieuses en Afrique centrale. Alors, en 2017, vous êtes élevé au rang de l'officier dans l'Ordre national du mérite de la recherche scientifique en République du Congo. Et ça, c'était votre reconnaissance sur le plan national. Il y a eu la médaille d'or de la recherche avant, et puis ensuite, oui, l'officier de l'Ordre du mérite. Il y a eu 2 récompenses nationales. Oui. Alors, professeur Anthony, ça a été ce parcours-là. 2020, je vais le citer, 2020, vice-présidente de l'Académie africaine des sciences pour l'Afrique centrale. Ah, ceux qui nous suivent vont dire c'est une femme scientifique terrible. Encore terriblissime. Alors, membre de plusieurs comités scientifiques internationaux. C'est une reconnaissance en tout cas. Le Congo est très fier de vous avoir comme fille. Voilà. Malgré ces distinctions, malgré cette reconnaissance internationale, je vais rappeler, coordonnatrice du réseau régional d'Afrique centrale sur la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Mais malgré tout ça, malgré toute cette reconnaissance internationale, professeur Anthony, vous échouez au concours CAMES. Que s'était-il passé? Alors, que s'est-il passé? Je n'en sais rien. C'est une déception personnelle parce que cet échec m'avait été prédit par plusieurs personnes localement, donc, et j'y ai pas cru. Et donc, j'ai eu mal de me... Jusqu'ici, vous savez, je ne fais jamais de Congo bashing, à savoir dire que tout est nul au Congo, que voilà, tout est mieux ailleurs et que non, jamais. J'aime expérimenter et me faire ma propre opinion. Et donc, j'ai un total respect sur le système CAMES, qui est un moyen de promotion tout à fait important pour le continent, mais au niveau national, il m'avait été prédit. Il m'avait été prédit sans filtre. Non, il m'avait été prédit clairement que de toutes les façons, je ne passerais pas. Voilà. Et j'y ai pas cru. Et donc j'ai fait mon dossier. Je me suis battue pour faire ce dossier, mais vraiment battue avec tout le soutien de la faculté des sciences et techniques, et j'ai échoué. Et là, j'ai compris que quelquefois, ce n'est pas la valeur de l'individu qui est pris en compte, mais plutôt il y a des systèmes qui sont très bien faits, mais ce sont les hommes qui utilisent ce système pour asseoir leur pouvoir. Mais est-ce que c'est un problème personnel oui, que bien vous sûr avez que c'est un eu, problème les obstacles que vous avez rencontrés à l'interne, au niveau de la faculté des sciences et techniques? Non. Non. À la faculté des sciences et techniques, j'ai eu tout le soutien. Ça, non. Mais le problème se posait à quel niveau? Parce que pour partir, le CAMES est proposé par le pays. Ce n'est pas la faculté qui propose. C'est un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus. Donc, je sais que j'ai eu tous les soutiens de la faculté des sciences et techniques, de mes collègues de la faculté des sciences et techniques. Mais pas le soutien du Congo. Mais au-dessus, non. Pas le soutien du Congo. Non. Je pense que je n'ai pas eu, voilà. Il y a quelque part, il s'est passé quelque chose, quelque part où il s'est trouvé que
des étudiants que j'ai formés avaient la chance, non pas la chance, ont eu un dossier tellement bon qu'ils sont passés maître assistant. Moi, mon dossier, vos étudiants à vous. mes étudiants, oui, mes étudiants à moi, Mais c'est un et moi, mon dossier n'était pas assez bon pour passer. Donc là, j'ai trouvé que c'était pas fort de café, mais j'ai trouvé que c'était tout simplement ridicule. Voilà, j'ai trouvé cela d'un extrême ridicule et j'ai dit je ne représente plus mon dossier parce que ça ne sert à rien. Ça ne servait à rien. Est-ce que la scientifique, vous avez été blessée, frustrée et que marginalisée sur le plan national dans cette histoire? Oui, c'est exactement ça. J'ai ressenti deux choses, plusieurs sentiments. Une grande colère d'abord, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, on frise le ridicule. Pourquoi faire ça? Je trouve bon. Et puis après, il y a de la frustration et beaucoup de tristesse parce qu'on se dit comment se fait-il que d'autres vous reconnaissent, d'autres vous tendent les bras et que ceux de votre maison ne vous tendent pas les bras. Et là, ça fait mal. Je donne toujours l'image d'une famille. Vous êtes dans une parcelle, vous vivez avec vos parents vous marginalisent, mais dès que vous sortez de la parcelle, tous les voisins vous dites « Oh, tu es merveilleuse. Oh, vous êtes content que les voisins disent que vous êtes... » Mais quand vous rentrez à la maison, vous êtes quand même un peu triste. La maison, c'est le Congo. Est-ce que cette maison représente le Congo? Les voisins, c'est l'international? Exactement. Mais, ayant dit ça, ce n'est pas vrai aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit, je sais que mes collègues de la faculté des sciences et techniques ont un profond respect, une profonde reconnaissance sur ce que je fais. Donc, je ne fais pas du Congo bashing en disant que tout le système, non. Malheureusement, il y a quelques individus qui ont un certain pouvoir et qui l'utilisent. Voilà. Moi, je dirais à mauvais escient parce que c'est ridicule qu'une scientifique de mon niveau ne puisse même pas être maître assistante et que je suis professeur dans une université qui a 11 prix Nobel. Je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule. C'est là où je dis que vraiment. Voilà. C'est tout. Voilà, merci beaucoup, professeur Francine Toumi. Alors, on va maintenant parler de la Fondation congolaise pour la recherche médicale que vous avez créée en 2008. En 2008, c'était pour faire la promotion de la recherche médicale en République du Congo. Alors, juste pour suivre votre question précédente, non, au départ, la fondation a été créée parce que, au cours de ma carrière, j'ai appris à écrire des projets, à aller chercher des financements pour travailler. Et donc, quand je suis rentrée au Congo pour essayer d'apporter ma contribution, je n'étais pas recrutée à l'université. Ah bon? Non, j'ai été recrutée bien tardivement, très très tardivement. Donc, mes dossiers, là aussi, mes dossiers ne passaient pas. Bon, là aussi, mes étudiants ont été recrutés avant moi, mais c'est pas grave. Donc, à ce moment-là, à cette époque, donc, vu que mes dossiers, je n'étais pas recrutée, il fallait une entité légale pour pouvoir héberger les projets que j'écrivais. Les projets ne se donnent pas à titre individuel, ils sont donnés à une institution. D'accord. Donc, j'étais obligée de créer cette institution qui pourrait recevoir au cas où mes projets étaient acceptés. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer la fondation. Donc, c'est pour contourner les difficultés. Exactement. Vous rencontrez les obstacles que vous rencontrez sur le plan. Voilà, institutionnel. Il fallait créer. Voilà. Donc, j'ai créé cet instrument pour pouvoir, comme moi, je savais exactement ce que je voulais faire. Avoir des laboratoires et former des étudiants. Pour moi, ça, c'était très clair. Mais au départ, pour moi, c'était les mettre à l'université nationale et puis, voilà, et développer depuis l'université. Ce n'était pas possible. J'ai créé cet instrument,
pour pouvoir travailler avec l'université. Voilà. Alors, la Fondation congolaise pour la recherche médicale fait un travail impeccable dans la recherche. Et en 2014, vous lancez la campagne de sensibilisation Transmettre l'ambition. C'était pourquoi l'objectif? Est-ce que vous avez remarqué sur le terrain, les jeunes filles n'embrassaient pas assez les filières scientifiques, il fallait pallier à ce problème-là et voilà. Non, transmettre, alors faire de la recherche une ambition féminine, ça c'est le thème général de cette campagne de sensibilisation, et transmettre l'ambition pour montrer que déjà, il faut arrêter, changer, éliminer les stéréotypes de la femme scientifique. Une fille, une jeune fille peut s'engager dans les sciences, réussir aussi bien et même mieux que les hommes. Donc, changer les stéréotypes. Et surtout, donner de la force à la fille, à la femme, à savoir lui donner, voilà, cette impulsion, lui dire qu'elle doit être ambitieuse, mettre l'ambition au féminin. Quand on met beaucoup l'ambition masculin, un homme ambitieux, c'est grandiose, une femme ambitieuse, elle est dangereuse. Non. C'est une femme rebelle, automatique. Voilà. Automatiquement, c'est une femme rebelle. Négatif. Non. Moi, je voulais mettre l'ambition féminine et la positivité. Donc, d'où cette campagne. Et transmettre cette ambition dès le plus bas âge. Il faut que la petite fille se sente fière d'être petite fille et qu'elle ait envie de se projeter le plus loin possible. C'est cela mon ambition. Il fallait justement pour ces jeunes filles, qui voulaient bien faire de la science considérée comme des filières réservées aux hommes, il fallait qu'elles aient des modèles de réussite que vous êtes. En 2016, vous lancez le projet Femmes et Sciences pour susciter des vocations et soutenir des jeunes filles avec l'octroi des bourses d'études. Avec le soutien de nos partenaires pour pouvoir leur permettre, là aussi, que l'argent, les moyens financiers ne soient pas un obstacle pour qu'elles aient de bonnes publications. On est scientifique quand on publie. Parce que ça nécessite aussi les moyens, l'accompagnement. Si on est issu d'une famille modeste, c'est impossible d'aller vers ces filières, d'aller loin dans exactement. Donc, ces bourses leur permettent d'avancer et peut-être de postuler pour des bourses plus importantes, pouvoir aller dans des grands laboratoires dans le monde ou pouvoir avoir les moyens de travailler localement, d'acheter de l'équipement, des réactifs qui leur permettent d'avoir de bonnes publications. Et encore une fois, quand elles ont des bonnes publications, elles se font un nom, elles peuvent avoir des financements. Et voilà, c'est un cercle vertueux. Et voilà, vertueux. Un cercle vertueux. Voilà. C'est pour aider aussi ces jeunes filles qui sont inscrites à la faculté des sciences et techniques dans les conditions d'études sont rudimentaires, il n'y a pas de laboratoire, etc., pour les aider pour se développer et s'épanouir en tant que femme scientifique. Votre laboratoire, justement, aide. Oui, mais les laboratoires de la Fondation congolaise pour la recherche médicale aident les garçons et les filles. Donc, les garçons et les étudiants et les étudiantes. Nous accueillons vraiment, nous formons aussi bien des étudiants que des étudiantes, mais nous mettons évidemment la lumière beaucoup plus sur les femmes, parce qu'il n'y a que 13% de femmes engagées dans les sciences au Congo, et c'est trop peu. Donc, il en faut plus. Et donc, mais on forme aussi les étudiants, évidemment. Ça, les retombées, en tout cas, de la campagne que vous avez eue, transmettre l'ambition sur le terrain. Qu'est-ce que ça donne actuellement sur le terrain? Il faudrait que vous alliez voir les chiffres à l'université Marien Ngouabi, mais juste à titre d'illustration, c'est hier ou avant-hier, j'ai un étudiant qui vient de soutenir sa thèse de doctorat et l'un des membres du jury a dit qu'il protestait gentiment sur le fait que depuis un moment, on a trop de filles qui soutiennent des thèses. Et que là, c'est l'un des rares, donc, qu'ils avaient une proportion de 80% de filles, de femmes qui soutenaient des thèses comparées aux hommes. Donc, que 20%. L'impact positif de la campagne, transmettre l'ambition, justement, qui a poussé ces jeunes filles.
je ne sais pas s'il y a une causalité, mais il y a mais visiblement, il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais lorsque vous êtes sur le terrain, professeur Francine Toumi, qu'est-ce que ces jeunes filles vous disent généralement? Alors, j'ai toujours des messages très sympathiques, beaucoup de messages d'encouragement, et surtout, elles sont contentes parce que beaucoup osent maintenant dire qu'elles veulent être scientifiques. Parce qu'avant, pour une fille, dire qu'elle voulait être scientifique, c'était presque un gros mot. Son père lui disait non, sa mère lui disait non, tout le monde se moquait d'elle, et donc, elle n'en parlait pas, et bon, elle était frustrée. Et qu'aujourd'hui, elle se sent plus libre de dire ouvertement qu'elle veut être scientifique, et surtout, il y a beaucoup de parents qui sont contents et qui encouragent leurs filles. Donc, je dirais, j'ai énormément de messages. De Francine Toumi aujourd'hui aussi a été de beaucoup pour ces jeunes filles. Ben, j'espère, si modestement, si ça a pu aider, là je suis contente. Là, je suis fière. Mais à l'international, pour mettre au niveau de Madibou, vous avez construit le siège de la fondation. Vous avez la facilité à lever les fonds à l'international. Est-ce pourquoi? C'est parce que les partenaires vous font confiance? Oui, mais je dirais que c'est pas que les fonds que je vais chercher, je dis souvent, personne ne me fait cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Je suis en compétition pour ces fonds avec des scientifiques de toute l'Afrique et de toute l'Europe, puisque ce sont des financements généralement européens, ces gros financements européens ou étrangers. Donc, c'est une compétition de projets. Ils en reçoivent 300, 400, 500 et ils en financent très peu. Donc, c'est déjà une compétition des idées, mais ensuite, il faut aussi être capable de prouver que vous allez faire ce que vous écrivez dans le projet. Et ensuite, pour les projets, va être utilisé à bon escient, que les fonds vont être gérés avec transparence et pourront être audités. Donc, il y a la gestion financière, la gestion managériale et la science qui est produite. Donc, c'est toute une construction. J'ai commencé avec de petits projets, j'ai appris à gérer des projets et à rendre des résultats, à publier. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que dans un projet, quand il y a mon nom, et si le projet est bon, attention, c'est un combat de chaque projet, il y a un peu plus de chances qu'il soit financé. Mais encore une fois, aujourd'hui, comme vous le savez, les financements pour la recherche sont en train de diminuer avec le retrait américain. Donc, notamment de l'administration Trump. Donc, c'est une compétition encore plus rude pour les financements. Donc, il faut avoir un très bon CV, mais à côté de ça, il faut avoir beaucoup d'idées et une équipe qui vous assiste. Donc, c'est la construction au cours du temps. C'est une construction. Oui. Voilà. À Madibou, un scientifique, ça se fabrique. Quand quelqu'un vient d'avoir une thèse, qui dit je suis un grand scientifique, ce n'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. C'est vrai. Non. Mais c'est une construction. Voilà, c'est au fil du temps. Au fil du temps et surtout exactement, des publications exactement que vous faites sur les résolutions des problèmes de santé publique. Exactement. Voilà. Vous avez installé le siège de la fondation à Madibou, le choix justement, les coûts de traitement, la localisation. Est-ce que c'était pour rapprocher les soins de qualité à cette population modeste? Absolument. Oui. Prouver, là aussi, c'était un défi personnel. Je voulais prouver qu'il était possible de donner des soins de qualité comme moi j'aimerais recevoir à coût réduit pour donc cette population qui n'a pas qui est socio-économiquement plutôt faible. Oui. Voilà, justement. Alors, professeur Francine Toumi, une voix qui compte.
les problèmes de la recherche scientifique au Congo, déjà on parle de la faculté des sciences techniques, faculté des sciences et techniques qui manque absolument de tout. Les conditions ne sont pas réunies au sein de cette faculté pour que les étudiants fassent réellement, véritablement la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'il faudrait changer et améliorer pour mettre ces étudiants dans les conditions? Vous êtes une personnalité publique. Je dirais que il faudrait apprendre cette compétition dont je vous parlais, de la compétition pour les financements. Il faudrait qu'on apprenne à compétir pour ces financements. Donc que les enseignants apprennent à compétir, parce que même si le budget alloué n'est pas suffisant pour la recherche, si on obligeait les enseignants-chercheurs à aller chercher ces financements, je suis quasi certaine qu'il y aurait un peu plus de laboratoires et d'infrastructures. Donc, en Allemagne, par exemple, où je suis enseignante-chercheur aussi, à la fin de chaque année, on est évalué à notre capacité à publier et à notre capacité à lever des fonds. Ça fait partie de l'évaluation de fin d'année du scientifique. Et pourtant, c'est une université qui est extrêmement riche. Et ils encouragent leurs chercheurs à aller chercher de l'argent. De même chez les scientifiques américains. Alors pourquoi les scientifiques congolais attendraient tout? Ce n'est pas le cas au Congo. Attendraient tout du gouvernement ou de l'État. Ce n'est pas possible. On ne peut pas conduire des activités de recherche en ne comptant que sur l'État. Dans aucun pays, cela n'est possible. Il faut aussi des fonds additionnels. Et voilà. Il y a quelques semaines, je vous ai lu une publication qui date sur votre page Facebook où vous dites en substance il faudrait investir dans la recherche scientifique, il ne faut pas la marginaliser parce qu'on ne peut pas développer un pays sans recherche scientifique. Est-ce que le Congo met un accent aujourd'hui particulier sur la recherche scientifique? Est-ce que nous sommes dans les conditions de développer la recherche scientifique? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Francine Tony? Il faudrait allouer un budget pour ce secteur. Il faudrait encourager les échanges scientifiques, il faudrait encourager les mobilités scientifiques, il faudrait mettre une politique nationale qui met un accent particulier sur la recherche scientifique. Absolument. C'est un environnement, un écosystème qu'il faut construire. S'il n'y a pas cet écosystème, c'est très difficile. Que la créativité est là. Nos jeunes sont brillants. Mais il faut les mettre dans des conditions où ils peuvent exprimer leurs idées, leur créativité. On parle tous les jours d'innovation, mais comment innover quand, je vais peut-être vous choquer, mais comment innover quand on n'a pas de l'électricité en permanence? Moi, j'aimerais qu'on m'explique ça. Donc, déjà, il faut que l'écosystème soit là, qu'on ait une bulle, qu'on trouve notre modèle pour soutenir ces jeunes, qu'il y ait un endroit où il y ait de l'électricité en permanence, un quartier ou une zone où là, on dit, on met les moyens, on met nos brillants éléments créés, inventés, on vous donne les moyens. En dehors de ça, ok, on s'ouvre, mais vous, votre devoir, c'est de développer. C'est ce que beaucoup de pays ont fait et font, et là, alors, va émerger des solutions adaptées, des solutions qu'il nous faut. Voilà. Bon. Mais si on continue à considérer que la recherche, c'est pour les autres, ou que on passe notre temps à consommer la connaissance des autres, et ben ça continuera. Pays, il faut réellement une vision pour la recherche. Bien sûr. Une vision et une volonté politique pour la recherche. C'est tout, exactement. Parce que la recherche est un plat qui se mange froid.
Ça veut dire que on le prépare et voilà, et on va le manger quand il va être glacé. Mais quand il est glacé, mon Dieu, les retombées sont extraordinaires. Mais c'est pas un plat qui se mange chaud. On fait pas de la recherche. Aujourd'hui, clac, et l'année prochaine, on a un prix Nobel l'année prochaine. Mais tu jamais vu. Donc, c'est de la construction, de la construction. Parce que les autres pays, justement, ont pris le temps d'investir. Exactement. Et après, les produits, voilà. Et après, les retombées. Voilà, au fil du temps, les retombées sont là. Mais nous, si on ne met pas cette, comme vous l'avez dit, cette vision, on ne développe pas cet écosystème, on aura des éléments isolés qui vont faire des petites choses. Mais ça, il y a un moment, ça sera trop propice. Exactement. L'environnement ne permet pas de se développer. Et on va nous les piquer et ils vont aller proposer leur innovation ailleurs. Mais finalement, le Congo a cette main-d'œuvre. Tout à l'heure, vous parlez de la faculté des sciences techniques, des étudiants qui vont soutenir les thèses. Donc, il y a la ressource humaine bien sûr, mais qui demande de l'encouragement et de l'accompagnement. Absolument. Mais le plateau technique, justement, parce que lorsqu'on parle de la recherche scientifique, la vision, les moyens qu'on y met, l'écosystème, il y a aussi ce plateau technique. Donc, c'est tout un ensemble, carrément. Non, mais dans l'écosystème, j'entends l'infrastructure, j'entends les échanges scientifiques, parce que dans les sciences, tout commence par un échange d'idées. C'est d'abord de la discussion, la science, et puis après, on va passer au papier, et puis ensuite, on va passer à la réalisation. Donc déjà, il faut ces échanges, qu'on organise ces échanges. Ensuite, que ces échanges soient financés, que les banquiers sachent où sont les inventeurs, où sont les chercheurs. Tout ça, c'est l'écosystème. Les finances, les différents domaines, c'est multidisciplinaire, donc toutes les disciplines. Donc, tant qu'on n'aura pas mis en place, convenir d'un petit monde où tous se parlent et se posent des questions et décident ensemble où on va aller, on peut pas tout faire en recherche. On va pas être bon dans tous les domaines, c'est pas possible. Mais dans quel est le domaine que l'on choisit? On dit, OK, au Congo, on va être bon. On va être bon là. Exactement. Et on va former nos jeunes du début. Voilà. Et voilà. Est-ce que là, il faut revoir le système éducatif aussi? Il faut revoir, parce que le tout aussi, c'est l'éducation, le fondement, la base aussi. Absolument, absolument. Non, mais quand on parle de vision, encore une fois, c'est qu'on parle, je dirais presque de la maternelle. Depuis la maternelle? Mais bien sûr, on va donner des jeux éducatifs à nos petits-enfants, on va leur apprendre des choses, mais quand l'enfant est petit, son cerveau est tellement malléable et la créativité est énorme. Donc, on va déjà leur ouvrir, éveiller leur curiosité déjà tout petit. Et ils vont grandir avec cette curiosité, se poser des questions. Comment ils construisent cela? Et avoir envie, mais ça c'est dès le petit âge. Et plus il grandit, plus on lui met autour de lui tous les outils de l'éveil. Je suis désolée, ça va nous donner des scientifiques extraordinaires. Extraordinaires, voilà. Alors, professeur Francine Toumi, qu'est-ce que vous pensez du leadership féminin? Pour moi, le leadership féminin, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui est respecté, qui respecte les autres et qui montre la voie aux autres, qui guide les autres, qui entraîne les autres. Donc, pour moi, c'est ça, un leader. Et féminin, bon, malheureusement, on ajoute le mot féminin, bon, parce que malheureusement, dans les guides, généralement, ce sont des hommes et on suit derrière. Donc, je pense qu'il est possible qu'on ait des femmes devant. Justement, de la femme, il y a aussi sa représentativité à des postes de décision. Je pense pas que ce soit que ça. Encore une fois, pour moi, leadership, un leader, c'est quelqu'un qui guide. C'est quelqu'un qui vous conduit. Maintenant, et qui conduit presque parce il ou elle aime ça, mais parce qu'il en a aussi le charisme. Bien sûr. Écoutez, vous allez vous lever là et puis vous allez suivre quelqu'un comme ça. Vous allez suivre parce que cette personne vous attire. C'est la vision. C'est ça, un guide. Maintenant,
pour que vous ayez envie de le suivre. Nous, est-ce que les femmes congolaises aiment se mettre en avant? Est-ce que elles, même quand elles savent, est-ce qu'elles aiment être au premier rang? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Même quand la femme congolaise a la vérité, a la connaissance, malheureusement, elle est encore timide. Elle préfère, voilà, garder pour elle sa connaissance, ses capacités. Et puis, elle est extrêmement modeste, Mais extrêmement lorsqu'elle timide. décide de s'affirmer, elle fait aussi peur aux hommes. Bah, elle devient Ça une n'a femme ça n'a rebelle. rien à voir, faire peur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'y crois pas. En toute honnêteté, j'y crois pas. Ça, c'est à titre personnel. J'y crois pas. Voilà. C'est pas vrai. Alors, professeur Ntoumi, Francine Ntoumi, on vous ressent en tant que scientifique, en tant que leader d'opinion, en tant que femme et en tant que mère. Très récemment, vous êtes mariée. Mhm. Voilà, très récemment, Mhm. vous êtes mariée. Mhm. Alors, le mariage, c'est important pour qu'une femme soit épanouie et équilibrée. C'est important le mariage. Honnêtement, non. Ma réponse ce serait non. Avoir un compagnon, oui. Parce que le mariage, c'est un acte légal. Donc, on peut avoir l'amour, on peut avoir l'accompagnement, on peut être une équipe. Moi, je parle d'équipe. On peut être une équipe sans avoir signé. Donc, voilà. Maintenant, dire pour une femme ou un individu L'amour, soit épanoui. C'est important. Oui, absolument. Donc, être épanoui, être accompagné de quelqu'un qui vous aime, ça vous donne de la force. Ça, oui. Mais maintenant, le mot, la signature de ce document, ça c'est autre chose. Est-ce que vous savez que le public justement était très surpris de votre mariage lorsqu'on a vu la professeure Ntoumi se marier? Ben, les gens se sont dit, mais on pensait que c'était une féministe, une femme qui n'a que le temps pour ses laboratoires. Mais finalement, il y avait de la place pour l'amour. Mais ça n'a rien à voir. De la pauvre Ntoumi. Oui. Ça n'a rien à voir. Oui. Ou comme si vous disiez, bon, pauvre Ntoumi, elle ne mange pas, elle passe sa vie dans un... On n'est que des êtres humains. On est des êtres humains. Encore une fois, vous parliez en début d'interview d'élégance, mais on a besoin de tout ça pour pouvoir justement avancer. Absolument. Absolument. Voilà. Alors, vous avez la phobie de la cuisine. Vous n'aimez pas très faire la cuisine. Non. Vous préférez faire le ménage que la cuisine. Vous préférez le laboratoire. Oui. Oui. C'est comme si mais pourquoi j'aime la couleur bleue et pas la couleur verte? Non. Je sais pas. Je suis pas particulièrement. Voilà. La cuisine ne m'attire pas particulièrement. Je sais préparer, mais bon. Le ménage, j'aime bien, j'aime ça, j'aime nettoyer. Pourquoi? Je sais pas, c'est mon éducation probablement, j'en sais rien, mais j'aime nettoyer. J'aime passer la serpillière. Bon. Oui. Et ça me gêne pas, mais honnêtement, ça me gêne pas, c'est même un plaisir. Nettoyer, j'aime quand tout est très propre, j'aime bien, j'aime ça. Maintenant, être à la cuisine, surveiller un plat, c'est moins amusant. Dites-nous tout, comment vous faites généralement, vous avez des journées assez chargées en tant que femme scientifique parce que la recherche, ça demande le temps. C'est un sacrifice, c'est une vie où vous mettez au service des autres et de la recherche. Mais comment vous faites pour occuper vos journées généralement? Qu'est-ce qui vous détend? Pour vous déstresser? Qu'est-ce que vous faites hormis vos longues heures de travail? Alors, le sport déjà, le sport. Ensuite, les amis, les rencontres avec les amis, discuter autour d'un verre, refaire le monde, la famille, les gens que je vois pas, que j'ai pas le temps de voir assez en semaine, par exemple, ou avec tous mes voyages.
voilà, quand je peux enfin les voir, c'est une détente, c'est important. Mais la gestion du temps pour une femme, généralement, ça pose problème. Les femmes qui vont très très loin dans les études ou qui vont occuper les postes de prise de décision, il y a un problème de temps aussi. Comment se repartir l'équilibre? Comment être à la fois épouse, comment être à la fois mère et comment être à la fois au service du développement? Mais quel est votre secret? Comment on fait pour gérer tout ça? Alors moi, je répondrai très simplement que je n'ai rien à apprendre à qui que ce soit. Oui. On va prendre nos mères qui sont cultivatrices. Je suis désolée, elles se lèvent à 4 heures du matin, elles s'occupent d'elles, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent du mari, ensuite elle va à la plantation, elle revient, elle fait à manger. Ouh, je suis impressionnée et je dirais que j'ai beaucoup de chance d'être aidée et je dirais que mon emploi du temps, mon agenda est facile comparé à ce que je vois. Donc, je crois que les 3/4 des femmes sont des championnes dans la gestion du temps. Je sais pas comment on arrive. On a plusieurs cases dans nos cerveaux. On est capable de... J'ai vu ça, des femmes qui dirigent une réunion, un conseil d'administration, un coup de téléphone, il y a le bébé qui a de la fièvre, ou qu'est-ce qu'il faut préparer, ben, elle va répondre, ensuite elle va répondre à une question très technique, et en même temps, donc, toutes les femmes, mais je crois que nos mamans, les femmes qui vivent en milieu rural, waouh, elles sont impressionnantes et beaucoup plus impressionnantes que moi. C'est pas facile, elles ont des vies pas faciles, mais elles arrivent même à élever des champions, à élever, je veux dire, beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui que faisait leur mère, et pourtant elles ont réussi à donner des hommes et des femmes importants. Donc l'éducation, veiller à l'éducation, même si elles-mêmes ne savent pas lire, mais elles vont veiller à ce que leur enfant sache lire. Moi, je vous donnerai juste l'exemple. J'ai une ménagère, elle n'a jamais touché un ordinateur, mais elle sait que l'ordinateur c'est important et elle économise pour acheter un ordinateur à son enfant parce qu'elle sait que c'est un outil qui va lui permettre à l'enfant d'avancer. C'est une maman. Et donc, voilà, c'est ça une femme, je crois, et c'est ça la femme congolaise. Donc, je suis pas extraordinaire dans mon agenda, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette femme congolaise et quel est votre souhait pour elle? J'aimerais juste, je sais elle est très forte, elle tient les rênes de ce pays, je dirais presque, elle tient les rênes. Mais il faudrait qu'on en prenne conscience et qu'on en prenne conscience et qu'elle prenne ses responsabilités. À savoir que justement, qu'elle apprenne à prendre le leadership parce que elle est forte. Elle sait faire plusieurs choses bien en même temps. Mais maintenant, là, on voit que la situation patine dans notre pays, sur notre continent et dans notre monde. Et que donc, il faudrait que sa contribution soit plus visible et plus effective. Mais jusqu'ici, parce que souvent, elle est en retrait. Elle est en retrait. Elle laisse les hommes faire. Elle est en retrait. Ben non. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que la femme congolaise prenne ses responsabilités et qu'elle participe réellement au développement à tous les niveaux, qu'elle apporte sa contribution. Et je suis sûre que notre pays sera transformé parce qu'on a des championnes partout, partout. Voilà, des champions partout. Ouais. Alors, professeur Francine Toumi, dans cette émission, nous avons une rubrique « Que pense le public ?» Nous avons tendu notre micro aux personnes qui vous connaissent, à vos proches, vos collègues de la faculté des sciences et techniques qui ont donné leur point de vue sur la femme scientifique que vous êtes, mais aussi sur les travaux de recherche que vous faites. Alors, je vais vous montrer quelques-unes des vidéos. Je connais professeur Francine Toumi depuis plus de 30 ans, parce qu'en fait, c'est lorsque jeune chercheur, je me retrouve au centre IRD de Dakar,
après ma formation en DEA, en diplôme d'études approfondies. Pour faire la partie pratique, je me suis retrouvé à l'Institut d'abord c'était l'Eurostom. Je me suis retrouvé à l'Eurostom, centre IRD de Dakar. Quand j'arrive là-bas pour faire la partie écrite de mon DEA, mon diplôme d'études approfondies, que je découvre que la plupart des chercheurs qui m'ont accueilli là-bas connaissaient très bien la professeure Francine Toumi. Et ça se passe vers la fin de la décennie 90, donc on est en 97 par là, 98. Et donc tout le monde me parlait de Francine, de professeur Francine Toumi. Voilà comment j'ai appris à la connaître. Et physiquement, je l'ai vue à Yaoundé, je pense, en 2005. En 2005, donc après mon doctorat, mon premier doctorat, je la découvre là-bas dans le cadre des activités de la multilatérale initiative On Malaria, qui est un grand consortium qui travaille sur le paludisme. Oui, elle est simplement rigoureuse, elle est très facile, parce qu'arriver à former plus d'une vingtaine de docteurs dans son domaine, ça veut dire qu'on n'est pas une femme compliquée. On est simplement rigoureux pour avoir les résultats, parce que de toutes les manières, en science, quand il n'y a pas la rigueur, ben, on ne peut pas avoir le résultat. Donc elle est vivable, elle est simplement rigoureuse. C'est ce qui fait qu'elle a les résultats. Elle arrive à mobiliser les ressources parce qu'elle est rigoureuse. Elle arrive à former autant de masters, autant de docteurs parce qu'elle est rigoureuse. Alors, pour l'humour que je fais, c'est que pour détendre l'atmosphère, je l'appelle FN. FN Francine Toumi. Mon amitié avec le professeur Francine Toumi date d'il y a au moins 50 ans, plus de 50 ans. Nous nous sommes connus en 1972. Nous avons donc, nos parents déjà ont travaillé dans la même société. À l'époque, c'était la SNE, UNELCO à l'époque, qui est devenue par la suite la Société nationale d'énergie. Et nous avons été au collège en classe de 6e ensemble, au sujet d'application. Elle n'est pas éparpillée, hein. Elle est calme, contrairement à moi d'ailleurs. Moi je suis bagarreuse. Hein. Ah. J'étais, je veux dire, j'étais, c'est fini, mais j'étais bagarreuse. Et elle a toujours été très compréhensive, très douce. Très douce. Et je pense que les gens disent que les contraires s'attirent. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans cette relation entre le professeur et moi. Madame Francine Toumi, déjà, je vois que c'est une personne plutôt inspirante, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes également, en tant que scientifique, parce qu'elle est bien pour donner un peu d'espoir aux jeunes filles qui se disent elles ne peuvent pas faire science, mais elle a fait. Du coup, ça leur donne de l'encouragement et tout. Donc je pense que c'est une personne à encourager aussi, parce qu'elle donne du courage aux autres. Et voilà. Dès mon début ici à la faculté des sciences et techniques, j'ai toujours voulu aller plus loin dans la science. Et quand j'ai entendu parler de la professeure Francine Toumi, je me suis dit c'est peut-être possible de devenir femme scientifique et j'espère vraiment y arriver malgré les problèmes. J'ai voulu étudier la médecine. Ce qui m'a poussée à me reconvertir vers la biologie, c'est en regardant le parcours qu'elle a eu à suivre. Je pense qu'elle a suivi des études, un baccalauréat S, donc c'est généralement dans le système anglo-saxon, c'est l'équivalent d'une licence. Et donc comme je n'ai pas pu faire mes études en médecine, c'est elle qui m'a poussée à choisir la biologie comme alternative. Voilà, alors professeur, vous avez écouté ces vidéos, vous avez vu ce que les étudiants de la faculté des sciences techniques, vos collègues, certains de vos collègues et votre ami. Alors, un commentaire sur ce que nous venons de voir. C'est très touchant et évidemment, ça me fait très plaisir de voir que ce que je fais leur donne de la force pour continuer et pour affirmer leur choix professionnel. Donc, affirmer leur choix professionnel. Mais il y a aussi vos amis, plutôt vos collaborateurs, Dr Kamal, qui dit de vous que vous êtes une femme
vous aimez le sérieux, la qualité dans le travail, une scientifique dévouée, une femme qui sait ce qu'elle veut. Professeur Etienne Bimbi, vous êtes une femme humble, une scientifique de haut niveau. Vous avez beaucoup assisté les étudiants de la faculté des sciences et techniques parce que vous leur avez offert votre laboratoire pour qu'ils effectuent des travaux. Vous êtes une femme géniale. Oui, professeur, vous êtes peut-être très peu valorisée au Congo. Il faudrait que les pouvoirs publics s'appuient sur vous pour la promotion et la valorisation de la recherche scientifique. Professeur Pembe Isambou, qui dit de vous, qui pense de vous que vous êtes une femme de rigueur et ambitieuse, un modèle à suivre en matière de recherche et vous méritez le respect et la reconnaissance. Une scientifique qui apporte des solutions dans son domaine. Mais le dernier commentaire que je vais lire pour vous, c'est votre cousin Guy Laurent Mabonzo qui dit que vous avez toujours du temps à consacrer à votre famille. Vous êtes une femme qui a la main sur le cœur, un exemple à suivre pour les jeunes. Alors, professeur, c'était, en tout cas, c'est sans filtre. Mais quand même, j'ai une question de curiosité à vous poser. Je vous avais dit que l'émission, c'est sans filtre. Nous partirons sans gond et sans filtre. C'est très émouvant ce que, d'abord, les vidéos. Est-ce que les gens pensent de vous, source d'inspiration pour vous? Les rapports que vous avez, tout à l'heure, on a évoqué les rapports que vous avez avec votre fils. Mais vous pensez quoi, justement, ces rapports, des liens très, très forts qui vous unissent avec votre fils? Bien sûr. Mais un mot peut-être pour lui. Bon, mon fils est un créateur, un artiste. Bon, moi, je suis une scientifique. Donc, déjà, on a une manière de voir les choses différentes entre un créateur et... Bon, voilà. Moi, c'est très... justement, la rigueur et l'artiste, bon, c'est beaucoup moins posé. Donc, ce qui veut dire que on a beaucoup d'accrochage, on s'adore, on est évidemment extrêmement proches. Vous conseille aussi vestimentairement? Comment? Est-ce qu'il vous conseille vestimentairement? Mais absolument, absolument. C'est un créatif, donc il sait exactement ce que je dois mettre, comment je dois m'habiller. Voilà. Donc je lui fais souvent confiance dans ce domaine-là. Est-ce que les choix de votre fils vous dérangent aujourd'hui, notamment son orientation aujourd'hui? Est-ce que ça vous dérange, les choix opérés? Oh, pas du tout. Son orientation sexuelle aujourd'hui? Mon fils est un créateur, un designer. C'est mon fils, que j'ai qu'un seul enfant, que j'adore. Et donc, un parent doit accompagner son enfant. Donc moi, j'accompagne mon enfant. Encore une fois, on est différents, mais voilà, ce sont les gènes qui font ça, et ils m'apportent beaucoup. Et voilà, ce que je peux dire. Bon, je suis une maman, et comme toutes les mamans, peut-être pas comme toutes les mamans, mais on peut avoir des liens fusionnels avec son enfant. En tout cas, merci beaucoup, professeur Francine Toumi, d'avoir répondu à notre invitation. C'était Sans filtre avec la professeure Francine Toumi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Sans filtre, présenté par Sarah Mondia.